Et si tout ce qu'on pensait savoir sur notre cerveau était en fait une immense méprise? Pendant des siècles, la science nous a dit une chose. Notre cerveau produit la conscience, un peu comme une usine produit de la fumée. C'est la version officielle. Mais si le cerveau n'était pas l'usine, mais plutôt l'antenne? Accrochez-vous bien, parce que cette simple idée pourrait absolument tout changer. La question est directe, elle est même un peu brutale. Est-ce que cette masse de neurones dans notre crâne est vraiment l'architecte de qui nous sommes, de nos pensées, de nos joies, de nos peines, de notre sentiment d'exister? La science classique, elle, répond oui, sans hésiter. Sauf que, il y a de plus en plus de faits, d'anomalies vraiment troublantes, qui viennent mettre un sacré bazar dans cette belle certitude. En fait, tout se résume à ça. C'est le match du siècle. D'un côté, on a le cerveau générateur, une machine biologique hyper complexe qui, en gros, fabrique de la conscience. Et de l'autre, une vision complètement différente, le cerveau récepteur. Là, la conscience n'est pas dans le cerveau, elle est partout comme un champ d'information, et le cerveau ne fait que la capter, la décoder, un peu comme un poste de radio capte une émission. Alors, plongeons un peu dans le sujet. Comment cette idée du cerveau-machine a-t-elle pu devenir la norme absolue? Eh bien, c'est assez logique en fait. C'est le fruit d'une vision du monde purement matérialiste, où tout doit avoir une cause physique, palpable. Dans ce cadre-là, la conscience devait forcément être un produit des neurones. Il n'y avait juste pas d'autre option sur la table. Et c'est là que ça coince, vraiment. C'est ce que le philosophe David Chalmers a appelé le problème difficile de la conscience. Parce que, oui, la science peut nous décrire avec une précision folle comment ça marche. Tel neurone s'active, tel neurotransmetteur est libéré, mais elle est incapable de nous dire pourquoi on ressent quelque chose. C'est comme décrire chaque pièce d'un piano à la perfection sans jamais pouvoir expliquer la beauté de la musique. Ce qui est fascinant, c'est que les pionniers eux-mêmes ont senti ce mur. Prenez Wilder Penfield, un des plus grands neurochirurgiens de l'histoire. En stimulant le cerveau de ses patients, il pouvait déclencher un mouvement de bras, un souvenir d'enfance, une odeur de pain grillé, mais jamais, au grand jamais, il n'a pu provoquer une décision, un acte de volonté. Le jeu qui choisit, lui, semblait toujours hors de portée, comme s'il venait d'ailleurs. Et comme tout grand édifice, le modèle du cerveau générateur commence à se fissurer sérieusement. Les anomalies s'accumulent, elles ne sont plus des petites exceptions qu'on peut balayer sous le tapis, elles deviennent de vraies failles béantes. Allons voir ensemble quelques-uns de ces faits qui donnent des sueurs froides à la science conventionnelle. Le premier défi, et il est énorme, ce sont les expériences de mort imminente, les EMI. Des études très sérieuses, menées dans des hôpitaux, ont documenté des cas complètement dingues. Des gens en arrêt cardiaque avec un électroencéphalogramme plat, donc zéro activité cérébrale mesurable, racontent après coup des détails hyper précis de ce qui s'est passé dans la pièce. Des détails qu'ils ne pouvaient absolument pas voir ou entendre. La question est simple. Si la conscience est là quand le cerveau est éteint, comment peut-elle venir de lui? 10%. Gardez ce chiffre en tête. Juste 10%. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça nous amène à un cas médical qui, littéralement, fait exploser nos certitudes sur le cerveau. Voilà l'histoire. Un fonctionnaire français, marié, père de famille, une vie tout à fait banale. Un jour, pour un petit souci de santé, il passe un scanner. Et là, stupeur. Les médecins découvrent que sa boîte crânienne est remplie à 90% de liquide. Il n'a que 10% de la matière cérébrale d'un humain normal, et pourtant, son QI est de 126, donc au-dessus de la moyenne. Si la pensée est un produit de la masse cérébrale, comment c'est possible? La logique prend un sacré coup. Ok, on fait une pause et on rassemble les pièces. On a donc les EMI, la conscience sans cerveau actif, on a ce cas d'hydrocéphalie, l'intelligence avec quasiment pas de cerveau, on ajoute à ça les études sur les grands méditants qui montrent que les états de conscience les plus profonds, les plus vastes coïncident avec une baisse de l'activité cérébrale, pas une hausse. Et pour finir, ce fait incroyable. Après un siècle de recherche, personne n'a jamais pu trouver où est stocké un souvenir. On ne trouve pas l'engramme. Mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup, non? Le modèle classique est à bout de souffle. Et c'est justement là, face à ce mur d'énigmes, qu'une autre idée devient non seulement possible, mais peut-être même nécessaire. Alors, si le cerveau n'est pas une usine à fabriquer de la conscience, quel est son vrai boulot? Et si c'était en fait d'être une antenne? Une antenne biologique ultra sophistiquée. L'hypothèse du récepteur, c'est un renversement total de perspective. La conscience, ce n'est plus ce petit truc fragile qui se passe entre nos deux oreilles. C'est un champ d'information universel, un peu comme le champ gravitationnel ou le champ électromagnétique. Il est partout, tout le temps. Et notre cerveau, dans cette histoire, c'est quoi? C'est notre décodeur personnel. Il se branche sur ce champ et le traduit en « moi », avec mes souvenirs, mes goûts, mes pensées.
Alors, comment ça marcherait en pratique? Décomposons ça. Étape 1, il y a un champ de conscience universel qui existe. Disons, un genre de Wi-Fi cosmique. Étape 2, notre cerveau, c'est notre appareil, notre antenne qui se connecte à ce Wi-Fi. Étape 3, et c'est la plus importante, ce cerveau, il agit comme un filtre surpuissant, une sorte de réducteur de bruit. Il élimine 99,99% de l'information pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui est utile pour survivre. Et étape 4, ce qui reste après ce filtrage, c'est notre petite conscience de tous les jours, notre petit monde bien à nous. Et cette idée de filtre, attention, ce n'est pas juste une métaphore poétique. On a des preuves. Les recherches de Robin Carhart-Harris sur les psychédéliques sont fascinantes pour ça. Il a montré que sous l'effet de ces substances, l'activité de certaines zones du cerveau qui gèrent notre ego, notre sentiment d'être un moi séparé, eh bien cette activité diminue drastiquement. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ne s'évanouissent pas. Au contraire, ils rapportent une explosion de leur conscience, un sentiment d'unité totale. En gros, le filtre saute et d'un coup, on capte beaucoup plus large. Si on accepte cette idée, ne serait-ce qu'un instant, les implications sont absolument vertigineuses. Ce n'est plus juste une petite théorie scientifique dans un coin. C'est toute notre vision de la vie, de la mort et de notre place dans l'univers qui est complètement chamboulée. Regardons ce tableau une seconde. C'est le jour et la nuit. Dans la vision classique, la conscience est un accident local, un produit de la chimie. Dans la vision du récepteur, elle est universelle et fondamentale. Le moi, une illusion biochimique d'un côté, une expression unique du grand tout de l'autre. Et la mort, la question ultime, la fin de tout, ou juste le récepteur qui s'éteint, alors que l'émission, elle, continue. Ça change radicalement la perspective. Et ça va même plus loin. Ça transforme notre idée de la morale, de l'éthique. Pensez à cette phrase. Si on baigne tous dans le même champ de conscience, alors nos pensées, nos émotions ne sont plus des petits événements privés dans notre tête. Elles deviennent des ondes, des fréquences qu'on émet dans ce champ commun. La haine, la bienveillance, ce ne sont plus juste des concepts, ce sont des vibrations qui ont un impact réel et physique sur le collectif. Et au quotidien alors? L'intuition, cette petite voix, ce sentiment bizarre, ce n'est plus un truc mystique. C'est peut-être simplement notre antenne qui capte une information subtile directement du champ. Le cœur, ce n'est plus juste une pompe à sang. L'Institut HeartMath a montré qu'il génère un champ électromagnétique des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Il pourrait être notre premier récepteur, celui qui sent l'info, avant même que le cerveau ne l'analyse. Et enfin, ça veut dire qu'on devient co-créateur. Notre état intérieur, la joie, la peur, n'est plus une simple réaction au monde. C'est l'état de notre antenne qui va influencer directement la réalité qu'on capte. Alors, la grande question, est-ce que tout ça, c'est juste une belle histoire, une philosophie un peu perchée pour se rassurer? Ou est-ce que c'est une véritable hypothèse scientifique, qu'on peut tester, mettre à l'épreuve et peut-être un jour valider? La grande force de cette hypothèse, c'est qu'elle n'est pas juste une croyance. Elle est testable. On peut imaginer plein de protocoles scientifiques rigoureux. Par exemple, placer des images, visibles uniquement depuis le plafond, dans les salles d'opération pour vérifier objectivement les récits des milieux. On peut mesurer si les cerveaux de deux méditants complètement isolés l'un de l'autre peuvent se synchroniser à distance. On peut utiliser l'imagerie cérébrale pour voir si des infos peuvent arriver au cerveau sans passer par les 5 sens. Bref, c'est une nouvelle frontière scientifique absolument passionnante qui s'ouvre. Et on va se quitter là-dessus, sur cette pensée, cette question qui ouvre sur un mystère infini. Si notre cerveau, avec toute son incroyable complexité, n'est en fin de compte que le poste de radio, si nous ne sommes que l'antenne qui capte une musique cosmique, alors la vraie question, le plus grand de tous les mystères devient « mais quelle est l'émission »